On passe au débat de ce club. Corinne Imbert et Hervé Maurey, autour de cette question. Y a-t-il aujourd'hui en France une médecine à deux vitesses, aussi bien sur le plan territorial que social? On commence par notre reportage à la rencontre de médecins libéraux. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la médecine que le gouvernement demande de pratiquer, certains médecins libéraux choisissent de se déconventionner. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les patients, car leurs consultations ne sont plus remboursées par la sécurité sociale. Audrey Vuettaz est allée rencontrer l'une de ces médecins à Estissac, c'est dans l'Aube. Le docteur Alexia Michelin a fait le choix de se déconventionner en juillet dernier. Un cap franchi après une longue réflexion pour retrouver du sens dans son métier. Quand on a 10 minutes à accorder à un patient, c'est pas la même chose que quand on en a 20. Et quand on en voit 40, et à la fin de la journée, on n'est plus dans le même état d'esprit, on n'a plus la force et le courage d'en voir encore d'autres. Et en plus, on est pressé par le temps. On a après les biologies à gérer. On a d'autres choses en plus à faire. Et en fait, c'est trop. En fait, c'est trop d'un coup. C'est trop de charge. Franchement, j'avais vraiment un mauvais rapport qualité de professionnel, qualité de vie et rémunération. Et ça mis ensemble, ça a fait que je pense que j'ai craqué. Clairement, j'ai craqué. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était de me déconventionner. Et en fait, j'y retrouve vraiment une sérénité de travail. Maintenant que sa convention est rompue avec l'assurance maladie, elle peut fixer ses propres règles et notamment le prix de la consultation à 40 € au lieu de 25. Mais pour ses patients, ce n'est pas sans conséquence car hors convention, l'État fixe le remboursement à 61 centimes d'euros seulement. Même si le docteur Michelin accepte le paiement en plusieurs fois, certains de ses patients ont dû partir. D'autres arrivent, faute de médecins comme Laurence, qui a fait 60 km pour une consultation. Soit on va au service des urgences, on encombre les urgences et on attend pendant des heures, soit on se rend, on prend sa voiture et on fait des kilomètres pour trouver un médecin qui puisse nous soigner. La consultation a coûté 40 €, donc je ne serai pas remboursée. Mais c'est un peu le prix que l'on doit payer dû à la pénurie des médecins. Il y aurait en France 1200 médecins déconventionnés sur 230 000, un phénomène qui reste donc pour l'instant plutôt marginal. Le déconventionnement massif, c'est quelque chose qui n'est pas du tout crédible. Pour les médecins généralistes, on est quelque chose de l'ordre de 80% de la rémunération des médecins qui est financée par la Sécu. Pour les spécialistes, on est à l'ordre de 70%. Se déconventionner, ça veut dire arrêter de travailler avec l'institution qui fournit 70 à 80% de la rémunération. Et faire ça massivement, rapidement, on ne voit pas comment c'est possible. Le déconventionnement reste cependant une arme dans les négociations. C'est en tout cas celle qu'a choisi le syndicat UFML, qui consigne toutes les lettres d'intention. Et à un moment donné, dans encore une dizaine de mois, on va aller interpeller le politique en lui disant voilà, nous on a 10 000 médecins qui sont prêts à sauter le pas, à se déconventionner, qu'est-ce que vous faites pour les garder? Il faut donner aux médecins les moyens de faire de la médecine de qualité et ça passe par l'installation des jeunes. Parce que plus vous aurez de médecins, plus on pourra donner du temps aux patients. À la place de cela, le gouvernement a fait le choix inverse puisqu'il nous dit on va vous payer des assistants à la condition que vous voyez encore plus de monde. Une espèce de médecine 5 minutes douche comprise. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut donner plus de moyens, plus de temps aux patients et pour cela, il faut plus de moyens à la médecine pour que les jeunes s'installent, qu'on soit plus nombreux et donc qu'on donne plus de temps. Plus que des textes de loi, de nombreux professionnels demandent un grand plan Marshall pour réformer la médecine libérale. Hervé Maurey, vous avez entendu cette médecin libérale qui dit j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, je me déconventionne. Vous la comprenez ? Je voudrais déjà répondre à la question que vous avez posée en début d'émission. Est-ce qu'on va vers une médecine à deux vitesses ? On y est. Et ce reportage le montre. On y est parce que, c'est pas moi qui le dis, il y a eu un sondage, je crois en septembre 2023, qui montre qu'un quart des Français ont déjà renoncé à des soins pour des questions financières, et le chiffre est plus élevé sur certaines spécialités, je crois que c'est 40% pour les dentistes, et on y est avec les fractures territoriales. Et ce reportage, finalement, il est la synthèse de la fracture territoriale et de la fracture financière, puisque ça fait des années que je me bats sur cette question de l'accès aux soins en milieu rural, qui est, comme vous le savez, problématique. On a 6 millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants, on a 7 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux, et certains prévoient qu'on puisse monter à 27 millions dans les 5 ans. Donc c'est ça la situation aujourd'hui. Alors par rapport à ce reportage, le déconventionnement, je pense que c'est une solution tout à fait irresponsable par rapport à une situation qui est déjà celle que je viens de décrire, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas se financer des soins. Tout le monde ne peut pas mettre 40 € non remboursés pour aller voir un médecin. Donc c'est évidemment une solution qui n'est pas satisfaisante pour les patients et pour l'intérêt général. Corinne Imbert.
Je partage ce que vient de dire Hervé Maurey, c'est-à-dire que nous y sommes déjà dans un système à deux vitesses, bien évidemment, et nous avons tous ces exemples autour de nous. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on risque de mettre notre modèle de sécurité sociale en danger, et ça serait assez terrible. Après, la question du déconventionnement, je pense que malheureusement, ce n'est pas que du chantage par rapport à la reprise des négociations conventionnelles entre les médecins et l'assurance maladie. Oui, dit Jérôme Marty, c'est une arme dans la négociation. C'est une arme de la négociation, mais on voit bien que, quel que soit le stade où en sont les négociations, certains ont déjà franchi le cap. Pour les raisons que le médecin vient d'évoquer. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on risque ? On risque de perdre du temps médical. Parce qu'un médecin qui fera payer sa consultation un peu plus cher, peut-être travaillera-t-il moins. Cette attitude risque peut-être aussi d'être encouragée. Ce n'est pas du tout un procès d'intention que je fais. Mais par les assurances complémentaires, qui demain, si ce phénomène se développait, pourraient dans leur offre proposer de vous rembourser 3 consultations par an chez un médecin généraliste à 50 € la consultation. On a bien des offres aujourd'hui dans les complémentaires qui remboursent des consultations chez les ostéopathes, qui sont des actes non remboursés. Donc, si ce système se met en place, je trouve que ce serait terrible. Terrible parce que notre modèle risque de s'effondrer. Alors, on va discuter certainement des propositions et de l'enquête de l'Association des maires ruraux de France. Mais aujourd'hui, comment vous les empêchez, ces médecins, de se déconventionner ? Pas de moyen de les empêcher. On n'a pas de moyen. C'est une liberté, c'est un choix. Et c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur pour vous ? Je le crains. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis je le crains. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, évidemment. Et ce n'est pas ce que je souhaite, évidemment. Hervé Maurey, vous craignez que ce phénomène prenne de l'ampleur, que de plus en plus de médecins fassent ce choix de déconventionnement ? Oui, c'est un phénomène qui peut effectivement prendre de l'ampleur. On l'entendait dans votre reportage, pour l'instant, c'est quand même très très faible par rapport à la masse globale des médecins. Il y a quand même aussi un phénomène qui est évoqué dans le reportage, c'est que un certain nombre de médecins ne pourront pas se contenter d'une patientèle capable de payer de tels montants. Et donc ne pourront pas se priver des ressources apportées par le conventionnement. Mais il faut être très, très vigilant là-dessus. Et évidemment, ça passe par la question de la rémunération des médecins. Et là-dessus, une fois n'est pas coutume, je suis plutôt sur la position qui était celle du gouvernement dans la négociation. Je trouve ça tout à fait normal qu'on envisage d'augmenter la rémunération des médecins qui n'a pas évolué depuis plusieurs années, 2017 je crois. Ouais. Mais il faudrait aussi que les médecins, de temps en temps, fasse un effort, qu'il y ait un peu du donnant-donnant, que ce ne soit pas toujours « je suis médecin, je demande toujours plus et je ne donne jamais rien en contrepartie », notamment par rapport à l'accès aux soins en zone rurale. Je veux dire, moi je suis très respectueux des médecins, je sais combien les études de médecine sont difficiles, j'ai une fille qui est médecin, j'ai un gendre qui est médecin, donc je connais tout ça par cœur, mais au-delà de cela, il y a quelque chose qui me paraît essentiel, qui est l'intérêt général. Et on ne peut pas laisser... Donc vous êtes sur la ligne du gouvernement qui était sur une augmentation à 26,50 € et 30 € en échange, notamment sur de ce temps point de garde. précis, oui. Je regrette que le gouvernement n'ait pas repris les propositions du candidat Emmanuel Macron, qui s'était prononcé en février 2022 pour la régulation à l'installation des médecins, que je prône depuis maintenant plus de 15 ans. Mes premières interventions en la matière, c'est au moment de la loi Bachelot. Donc vous voyez, j'ai une capacité de répéter les choses et de ne pas me lasser. J'ai une certaine ténacité. Et bon, voilà. On va parler de cette question de la coercition, mais sur ce déconventionnement, est-ce qu'on a forcément des gens dans des déserts médicaux, dans des zones qui se retrouvent obligés de payer des médecins 40 € non remboursés, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont contraints de renoncer aux soins parce qu'ils ne peuvent pas payer si cher pour aller voir le médecin ? S'ils payent une fois parce qu'ils seront contraints, parce qu'ils seront malades sur une maladie aiguë d'aller voir le médecin, peut-être que dans d'autres situations, ils renonceront. Évidemment, ils renonceront aux soins, ils renonceront à aller payer une consultation à 40 €. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Vous avez déjà, je me répète, mais vous avez déjà 25% des Français qui ont renoncé à des soins pour des questions financières. Donc ça existe déjà. Donc si on va au déconventionnement, ce phénomène, malheureusement, il va exploser. Ce sera plus 25%, ce sera 50% ou plus. Donc il faut absolument éviter ça. On a parlé de cette fracture sociale, cette fracture financière, comme vous l'avez appelé Hervé Maurey. Il y a aussi une fracture territoriale. Quentin, l'Association des maires ruraux publie une nouvelle étude inquiétante pour les Français qui habitent en milieu rural. Voilà, l'Association des maires ruraux qui regroupe les communes de moins de 3500 habitants
Cette association a chiffré les inégalités d'accès aux hôpitaux dans une enquête, effectivement. Alors, cette association avait déjà publié des chiffres l'an dernier, notamment sur les différences d'espérance de vie entre le milieu rural et les personnes qui vivent en ville. Et là, en moyenne de 2 ans plus courte, cette espérance de vie pour les personnes qui vivent à la campagne, comparée aux personnes qui vivent en milieu urbain. C'est très largement lié, bien sûr, aux difficultés d'accès aux professionnels de santé. Cette année, l'association a travaillé sur l'accès aux soins hospitaliers, je vous le disais, et l'étude démontre que les habitants en milieu rural consomment 20% de soins hospitaliers en moins que les habitants en milieu urbain, et c'est même moins 30% sur les dialyses et les chimiothérapies. C'est dire l'importance de l'éloignement géographique des centres hospitaliers dans le fait de se faire soigner. D'ailleurs, certaines zones rurales bien reliées par des autoroutes ou des routes à des centres urbains connaissent des écarts moins forts. L'étude chiffre aussi les écarts pour le recours à la chirurgie. Voilà, c'est une activité importante en milieu hospitalier, c'est 30% de l'activité. Et là encore, plus la personne habite loin d'un centre hospitalier, moins elle est avantagée pour se faire opérer. C'est moins 8% d'hospitalisation en milieu rural très peu dense. La présence d'un CHU apparaît donc déterminante pour avoir recours à la chirurgie. Et l'association des maires ruraux fait des propositions. Voilà, en lien avec des partenaires, dont des mutuelles, elle fait 4 propositions techniques mais intéressantes. Déjà, le fait de diversifier les lieux de stage pour les étudiants en études de santé, développer la téléexpertise entre tous les professionnels de santé dans le cadre des équipes de soins coordonnées autour du patient. Troisième proposition, mettre en place un guichet unique au niveau du département pour accompagner l'installation des professionnels de santé, pour aider à l'installation de ces professionnels dans tous leurs aspects de leur vie aussi personnelle. Et enfin, développer de nouvelles manières, je cite, de pratiquer entre médecine de ville et d'hôpital. Oriane. L'étude est alarmante, mais est-ce que ces chiffres vous surprennent tant que ça, Corinne Imbert ? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'elle est alarmante. Vous savez, je vis et j'exerce dans un milieu rural, très rural, donc je ne suis pas surprise. Et par rapport aux interventions, quand vous ne voyez pas, c'est le médecin généraliste qui va vous envoyer à l'hôpital parce que vous devez subir une intervention chirurgicale. Si vous ne voyez pas le médecin généraliste, vous n'êtes pas orienté vers l'hôpital. C'est un cercle vicieux, tout ça est lié, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Sur les propositions de l'Association des maires ruraux de France, il y a déjà l'occasion, notamment d'une dernière PPL discutée au Sénat, des éléments qui ont été discutés, qui sont dans le texte, je pense notamment au guichet unique. Nous avions même proposé de développer les antennes universitaires, vous savez, c'est-à-dire que l'enseignement ne se fasse pas uniquement dans la ville où il y a le centre hospitalier universitaire qui est essentiel, puisqu'il assure non seulement les soins, mais il assure la formation, il assure la recherche, et qu'on puisse, sur les 2-3 premières années d'études, avoir des antennes pour pouvoir accueillir aussi plus d'étudiants. Parce que c'est bien gentil d'avoir supprimé le numerus clausus, mais la capacité des facultés à accueillir plus d'étudiants est aussi un vrai sujet. Donc voilà, donc il y a des pistes, et les propositions de la MRF sont assez intéressantes et rejoignent des choses qui sont proposées ici, notamment au Sénat. Oui, on va y revenir. Hervé Moret, j'imagine que vous n'êtes pas très surpris par ces chiffres. Non, je ne suis pas surpris du tout. Et je reviens sur ce que vous disiez. C'est évident que l'espérance de vie, ça a été étayé à plusieurs reprises et établi à plusieurs reprises, est moins importante en milieu rural. Et c'est lié justement à la difficulté d'accès aux soins. Et c'est logique. Quand vous mettez des mois pour voir un spécialiste, eh bien certaines pathologies ont eu le temps malheureusement d'évoluer d'une manière tout à fait néfaste. Donc c'est une situation effectivement qui est problématique, et je trouve que les pouvoirs publics, tout gouvernement confondu, ne prennent pas les mesures qui s'imposent pour essayer de remédier à cela. Donc c'est un scandale sanitaire, et c'est aussi, on n'en parle jamais, ou rarement en tout cas, un scandale financier, puisque la Cour des comptes a plusieurs fois estimé qu'on était sur environ un surcoût d'à peu près 5 milliards avec cette mauvaise organisation des soins. Mais je vais vous faire réagir à ce chiffre, moins 30% de dialyse et de chimiothérapie. Ça signifie qu'une personne qui a des difficultés pour se déplacer ou que l'hôpital est trop loin, elle va renoncer à se faire soigner, même à avoir recours à sa dialyse. On en est là aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle ? Alors j'espère que ce n'est pas le cas. Réellement. Peut-être qu'il y a des retards de prise en charge, mais une fois, même une personne qui habite à la campagne, j'allais dire, est prise en charge. Par contre, c'est plus fatigant parce que les délais, les temps de route sont parfois plus longs. Alors, en temps, parfois, quand on habite en centre urbain, ça peut être évidemment très, très fatigant aussi, mais les kilomètres sont... Voilà, il y a beaucoup de kilomètres pour atteindre l'hôpital et c'est très fatigant pour les patients.
Est-ce que, Hervé Maurey, la solution, c'est la coercition? Est-ce qu'il faut pousser les médecins à s'installer dans ces zones rurales? Alors moi, j'ai jamais prôné la coercition, je prône la régulation, ce qui n'est pas la même chose. Toute liberté est en général régulée, sauf la liberté d'installation. La régulation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition sur le territoire, en disant que là où il y a des médecins en nombre suffisant, et on pourra revenir sur cette notion, en nombre suffisant, eh bien, il n'y a pas d'installation possible dans le cadre du conventionnement, sauf départ de médecins à la retraite, par exemple. C'est ce qui s'est fait en Allemagne, c'est ce qui se fait avec un certain nombre de professionnels de santé. Ça vient d'être institué en France pour les dentistes, si la Convention le prévoit. Ça existe depuis maintenant une quinzaine d'années pour les kinésithérapeutes, et ça a fait ses preuves. Alors on me dit, oh, mais ça marchera pas. Enfin, moi je veux bien. Pourquoi on me dit que ça marchera pas? Ce que je constate, c'est que ce qui est fait en France depuis 25 ans, c'est-à-dire l'incitatif pur, ça ne marche pas. Ça, je crois que tout le monde est d'accord sur le constat, et que ça mérite d'être tenté. Et il y a eu des amendements récemment en la matière, qu'on ait au moins une expérimentation sur quelques années, voire sur quelques régions, pour voir si effectivement la solution de la régulation à l'installation, qui comme je l'ai dit existe dans d'autres pays et qui existe en France pour d'autres professionnels de santé, ne peut pas être utile en France. Mais qu'on comprenne bien, Hervé Maurey, elle passe par quoi cette régulation? Comment on régule sans contraindre? Mais on régule de la manière suivante. Vous êtes médecin, vous avez envie de vous installer dans une zone où il y a suffisamment de médecins, et où il n'y a pas de départ qui vous permettrait de remplacer un médecin, on vous dit d'accord, mais vous ne serez pas remboursé par la sécurité sociale. C'est ça la régulation. Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous amuser en tant que journaliste à faire le test. Moi, je l'ai fait sans vouloir le faire. J'ai besoin d'aller voir un ophtalmo. Je prends un ophtalmo à proximité du Sénat. Il me reçoit dans les 8 jours. Le délai moyen en France, c'est 8 mois. Bon, ça montre bien que, contrairement à ce que disent certains, c'est pas partout qu'on manque de médecins. Il y a des situations, comme on dit en Normandie, où c'est plus pire ou moins pire. Donc voilà, selon que vous êtes à Paris, que vous êtes sur la Côte d'Azur, vous avez un accès plus rapide à la médecine, générale ou spécialiste, que si vous habitez dans la belle région normande, malheureusement. C'est la solution, Corinne Imbert, pour vous, la régulation, sans aller trop loin dans la contrainte? Je crois presque que c'est trop tard. Je crois presque que c'est trop tard. J'ai raison trop tôt, alors. Peut-être. Et puis, à la différence des autres professionnels, c'est que le déconventionnement, est-ce que vous croyez qu'il est possible pour un kiné, pour une infirmière, pour un chirurgien dentiste? Et je pense que, entre guillemets, la menace du déconventionnement l'emportera sur le reste. Que sous l'attachement fort de la liberté d'installation, on aura ce type d'attitude, c'est-à-dire de se faire de se déconventionner. Je n'imagine pas, on n'a pas parlé des pharmaciens qui depuis longtemps sont soumis à des règles d'installation précises soumises à autorisation de l'État. Vous êtes vous-même pharmacienne. Oui. J'ai jamais eu le sentiment qu'aucun pharmacien se soit installé contre son gré. Ça a toujours été une liberté d'installation, certes régulée. Mais les règles, elles étaient posées il y a bien longtemps. Et elles sont connues. Et que ce soit cette profession-là, la profession d'infirmière, la profession de kiné, la profession de chirurgien dentiste, on n'entend pas parler de déconventionnement. Et du coup, ça rend plus facile la régulation. Là, la vraie menace, c'est celle qu'on évoque depuis le début de l'émission. C'est la menace du déconventionnement. Et il y a 15 ans, 20 ans, très honnêtement, je pensais comme Hervé Maurey. C'est-à-dire, je me disais, il faut de la régulation. En avançant, je me suis dit, mais non, on va être piégés. Alors peut-être. Pourquoi piégés? Parce que du coup, les gens les médecins vont plus faire médecine? Oui, ou alors en médecine générale, ils ont souhaité en faire une spécialité reconnue au même titre que les autres spécialités. Donc, dans un premier temps, il s'est rajouté 3 années d'études. Avant, vous étiez médecin généraliste au bout de 7 ans de médecine, 7 ans d'études. Maintenant, il faut 10 ans, demain, il faudra 11 ans. La spécialité médecine générale arrive en 42e position des choix. Oui, tout en bas, oui. Sur 44 spécialités offertes. Comme si ça avait quelque part cassé la médecine générale. Donc c'est multifactoriel, les raisons de la situation actuelle. Et on est dans un cercle vicieux aujourd'hui, du coup? Oui, je trouve. Et je pense qu'on n'avancera pas sans les médecins eux-mêmes. On a besoin d'eux, on a besoin qu'ils aient conscience de la situation. Alors, bien sûr qu'un certain nombre en ont conscience, mais qu'on revienne à l'intérêt général, à l'intérêt des patients, parce que c'est ça qui est au cœur du sujet. Et est-ce que les médecins, ils sont prêts à avancer?
eux? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est compliqué de faire bouger. Je fais un peu la différence entre, j'allais dire, les médecins de terrain et leurs représentants syndicaux. Bon, c'est vrai dans beaucoup de professions. D'ailleurs, quand je discute avec des médecins dans mon département, beaucoup sont conscients qu'il faut faire un problème, qu'il faut trouver des solutions, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à partir à la retraite, ou parce qu'ils partent à la retraite absolument désolés d'abandonner une patientèle qui ne retrouve pas de médecin traitant. Ils sont conscients, et beaucoup, honnêtement, pensent que la régulation peut permettre de régler ça. En revanche, je le dis, même si je vais me prendre des tweets d'insultes, les syndicats de médecins sont sur une position vraiment jusque-boutiste tout à fait incroyable. Bon, Corinne Imbert l'a dit, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire ça, il y a l'intérêt général. Non mais c'est important. Vous savez, quand la régulation a été instaurée en Allemagne, la liberté d'installation était reconnue, ce qui n'est pas le cas en France, par la Constitution. Et donc les médecins sont allés devant la Cour constitutionnelle pour demander la défense de cette liberté d'installation. Et la Cour suprême a dit, effectivement, la liberté d'installation, c'est un principe constitutionnel. Mais il y a plus important que tout ça. C'est l'intérêt général. Et moi, j'aimerais que tout le monde, y compris les médecins, qui sont des citoyens comme les autres, prennent conscience de l'intérêt général et fassent un effort. Corinne Imbert, il est un peu oublié aujourd'hui, cet intérêt général? On est toujours une république d'individus. Mais au-delà de ça, moi, je crois en la capacité de dialogue avec les médecins généralistes. Peut-être que je rêve, mais je crois. Parce que je rencontre aussi, et je suis sûre comme Hervé Maurey, des médecins généralistes bien conscients du sujet. Je pense notamment à ce jeune médecin qui exerce en milieu rural, qui a créé Médecins Solidaires. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça veut dire qu'il y a une conscience aussi des médecins généralistes qui comprennent bien qu'on ne peut pas laisser toute une partie de la population sans accès aux soins. Vous avez des médecins qui ont constitué des collectifs de défense de la médecine générale. Je pense que c'est aussi avec eux, au-delà des syndicats, c'est ensemble qu'on arrivera à avancer, à travailler, oui, dans l'intérêt général et surtout dans l'intérêt des patients. Dans l'intérêt des patients. Parmi les propositions de l'association des maires ruraux, il y a de nouvelles manières de pratiquer entre médecine de ville et d'hôpital. On a l'impression que c'est un peu un serpent de mer, cette question de la coordination entre la médecine de ville et l'hôpital. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est vrai que dans les propositions qui sont évoquées, il y a beaucoup de choses qu'on entend depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'il y a un blocage un peu entre la médecine de ville et les coopérations avec l'hôpital. Alors là aussi, ponctuellement, ça peut marcher ou ne pas marcher. Ça dépend beaucoup du terrain. Moi, je rejoins ce que disait Corinne Imbert sur certaines initiatives qui sont très positives, mais qui malheureusement aujourd'hui sont très limitées et très marginales. Et donc, il faut essayer de les encourager. Il faut tirer notre chapeau à ces jeunes médecins qui prennent conscience de cette notion d'intérêt général, mais c'est encore extrêmement marginal, malheureusement. Les collectivités locales, elles ont peut-être une carte à jouer aussi. On parlait de ce guichet unique pour aider à l'installation. On voit que ça a été aussi quelque chose que vous avez voulu porter dans les textes précédents, le fait d'aider à l'installation, qu'on puisse aussi aider à trouver tous les repères pour la famille du médecin. C'est quelque chose auquel aussi les collectivités pensent? Oui, bien sûr. Enfin, les conseils départementaux sont très moteurs dans ces projets, parce que qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Vous constatez que l'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie et l'agence régionale de santé, par exemple, font une plaquette commune en faveur de l'installation des jeunes médecins. Puis vous voyez le département, qui lui va être sur des aides incitatives, va faire sa petite fiche également pour aider... Parlons-nous, faisons un document commun. Voilà, on travaille avec l'ordre des médecins, bien évidemment, puisque c'est la porte d'entrée quand on souhaite s'installer. Voilà, c'est que du bon sens. Il faut aussi que l'université... Je pensais aux antennes universitaires tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi que les universités aident à permettre que les formations pour que les médecins généralistes puissent devenir maîtres de stage, soient délocalisés, puissent se tenir au plus près de leur lieu d'exercice. Nous allons avoir besoin encore plus de maîtres de stage. Il faut aller vers eux et pas seulement leur demander d'aller à la fac. Un dernier mot rapidement. Donc, juste un mot pour dire que je crois que les collectivités font déjà énormément. Moi, je vois sur le terrain des investissements colossaux qui sont portés par les communes, les communautés de communes, qui mettent en place des maisons de santé. Et avec parfois un drame absolu, c'est quand la maison de santé reste vide. Donc là aussi, il faut que tout ça s'insère dans un processus global dans lequel, évidemment, l'État a un rôle essentiel par rapport au flux de médecins qui arrivent sur le terrain. Merci à tous les deux pour ce débat. Si vous voulez bien rester avec nous, on regarde ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux.
Quentin, on commence par les inondations dans le Pas-de-Calais. Voilà, on en parlait avec le sénateur Rapin, effectivement. Nord-Éclair et La Voix du Nord qui reviennent sur l'épisode très important et qui touche une centaine de communes dans le Pas-de-Calais. Ainsi, dans La Voix du Nord, on s'interroge sur l'accueil des enfants dans les écoles et à tout ce système D qui s'est organisé. Jusqu'à quand? Dans les pages intérieures, on lit qu'un service minimum a été mis en place pour les enfants de parents qui travaillent. La plupart des collèges devraient rouvrir ce matin. Les écoles mentionnées dans l'article jeudi. On surveille la pluie dans le Nord, mais pas que, il y a d'autres départements. Voilà, les importantes précipitations des dernières semaines ont eu des conséquences aux 4 coins du pays. Dans le Courrier de l'Ouest, le journal d'Angers, on lit que les terres sont saturées d'eau et que seuls 40% des semis de blé d'hiver ont été réalisés. L'impact économique pourrait être énorme pour les agriculteurs. Dans la Nouvelle République des Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées à Tarbes, on note que les nappes phréatiques ont repris des couleurs et cela fait du bien au sol car il y a un mois, l'arrière-saison estivale laissait craindre le pire en matière de sécheresse. La Nouvelle République fait le bilan 4 mois après les émeutes. Oui, les émeutes effectivement urbaines qui ont touché la France fin juin, début juillet. Le journal basé à Tours parle d'une lente reconstruction après les émeutes. À Saint-Pierre-des-Corps, on voit toujours les stigmates sur la pharmacie, le cabinet d'infirmiers, le club de vélo. Le coût total a été chiffré par la mairie à 1,4 million d'euros pour ces 7 sites municipaux touchés. Après le chiffrage définitif en décembre, on verra ce que feront les assurances. Mais les répercussions psychologiques sont, elles, inébranlables, écrit le journal. La gérante de la pharmacie raconte « En quittant les locaux, il m'arrive ainsi de me retourner 2 ou 3 fois pour voir si mon commerce est toujours là. » Le Progrès raconte que les alertes à la bombe se sont multipliées à Lyon hier. Voilà, fausses alertes, vrai désordre, lit-on effectivement dans le Progrès. C'est un lundi noir qui a touché l'Académie de Lyon. Enseignants et élèves fatigue, raconte le titre ce matin. On termine avec un sujet plus léger. C'est votre sujet préféré en cette période de l'année, Quentin. Oui, nous sommes que le 14 novembre, mais il n'est jamais trop tôt pour parler de Noël dans la presse régionale. En attendant les nombreuses unes sur l'ouverture des marchés de Noël dans le Grand Est, eh bien l'Est républicain chauffe la salle sur les festivités attendues en Meurthe-et-Moselle. La première étape, Oriane, c'est la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. On suivra cela de très près dans la presse régionale. On compte sur vous. Quentin, spécialiste des marchés de Noël dans la presse régionale. Merci Quentin. Merci Corinne Imbert. Merci Hervé Moret d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 18h, Sens Public, Thomas Hugues. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.